dans l'Europe médiévale, alors que le gel de novembre s'insinuait dans les champs, et que les dernières feuilles tombaient des branches nues, une transformation balayait les villages, comme les manoirs. Le 11e jour de ce mois, la fête de la Saint-Martin n'apportait pas seulement des célébrations, mais une sinistre nécessité. Les anglo-saxons appelèrent au novembre Blood Month, le mois du sang, et pour une bonne raison. À travers la campagne, de la plus humble chaumière au plus grand château, fermiers et nobles faisaient la face à une vérité inéluctable. L'hiver approchait, l'herbe s'était flétrie en un chaume inutile, les réserves de grains étaient des précieuses et comptées avec soin, et le bétail qui avait engraissé au printemps et en été ne pouvait plus être nourri pendant les mois de vaches maigres à venir. Ce qui s'ensuivait était un abattage sélectif calculé, un massacre de masse qui déterminerait si les familles en mangeraient pendant les sombres mois à venir, ou si elles affronteraient la famine. Pourtant, cette saignée annuelle posait un défi redoutable qui mettait à l'épreuve l'ingéniosité médiévale jusqu'à ses limites. Sans réfrigération, sans congélation, sans aucune technologie de conservation moderne, comment pouvait-on empêcher des centaines de livres de viande fraîche de pourrir ? La réponse résidait dans un humble minéral qui allait façonner les économies, alimenter les guerres, renverser les gouvernements, et préserver non seulement la viande, mais des civilisations entières, le sel. Dans cette exploration, vous découvrirez les méthodes remarquables que les gens du Moyen Âge employaient pour conserver la viande pendant 2 ans ou plus, en n'utilisant rien de plus que du sel et de l'ingéniosité. Nous révélerons les principes scientifiques qui ont rendu cela possible. Des principes que les gens du Moyen Âge appliquaient avec succès, bien qu'ils n'aient aucune connaissance de la chimie ou de la microbiologie. Vous apprendrez les processus étape par étape qu'ils suivaient, du moment de l'abattage au tonneau scellé et au-delà, et comprendrez pourquoi certaines techniques fonctionnaient brillamment, tandis que d'autres échouaient de manière catastrophique. Au-delà des méthodes pratiques, nous découvrirons l'extraordinaire importance du sel dans la société médiévale, en examinant comment cet or blanc a rendu des villes incroyablement riches, comment son imposition a contribué à déclencher la Révolution française, et comment le contrôle de la production et du commerce du sel a façonné le paysage politique de l'Europe médiévale. Vous verrez comment les hiérarchies sociales se reflétaient dans quelque chose d'aussi simple en apparence que l'accès au sel, la qualité et la blancheur de votre sel, marquant littéralement votre place dans la société. Nous découvrirons les préparations élaborées et étonnamment sophistiquées que les cuisiniers médiévaux employaient pour rendre la viande fortement salée, de nouveau appétissante, transformant une viande conservée dure comme de la pierre et intensément salée en repas nourrissants qui soutenaient les familles durant l'emprise de l'hiver. La question centrale qui guide notre exploration est d'une simplicité trompeuse. Comment les gens conservaient-ils la viande pendant plusieurs années sans comprendre les bactéries, sans thermomètre pour mesurer les températures, sans aucun des outils et des connaissances que nous considérons aujourd'hui comme essentiels? Quel savoir accumulé leur a permis de réussir là où l'échec signifiait non pas un simple inconvénient, mais la faim, le gaspillage de précieuses ressources et potentiellement la mort? Les réponses révèlent l'ingéniosité humaine à son apogée, montrant comment une observation attentive au fil des générations et le perfectionnement des techniques à travers d'innombrables essais et erreurs ont créé des méthodes de conservation si efficaces que beaucoup restent fondamentalement en usage aujourd'hui, des siècles après leurs origines médiévales. Imaginez le rythme annuel qui gouvernait la vie médiévale, un cycle aussi inexorable que celui des saisons. Tout au long du printemps et de l'été, le bétail paissait paisiblement une herbe abondante, engraissant régulièrement grâce à la générosité de la nature. La chaleur signifiait la croissance, et la croissance signifiait de la nourriture. Début octobre, alors que le froid de l'automne commençait à s'installer, les villageois lâchèrent leurs porcs dans les bois pour qu'ils se régalent de glands et de faines, ces précieuses ressources forestières qui ajouteraient les dernières couches de graisse essentielles aux animaux avant l'arrivée du jour inévitable. Novembre amenait la crise. L'herbe qui avait nourri les troupeaux pendant l'été s'était flétrie en un chaume brun, n'offrant plus aucune nutrition.
Les réserves de grains, calculées avec une précision impitoyable et à peine suffisante pour les bouches humaines pendant la longue période hivernale, ne pouvaient en épargner la moindre poignée pour le bétail. Le foin, quand il était disponible, était soigneusement rationné pour les animaux reproducteurs et les animaux laitiers, essentiels à la survie au printemps. Le calcul était brutal et inéluctable. La plupart des animaux devaient nourrir maintenant, ou tous risquaient de mourir plus tard, humains et bêtes ensemble, lorsque la nourriture viendrait à manquer au cœur du mois de février. Cette dure réalité a façonné le jour le plus important du calendrier agricole médiéval, la Saint-Martin, le 11 novembre. La fête de la Saint-Martin est devenue la date traditionnelle pour l'abattage de masse dans toute l'Europe chrétienne, bien que la boucherie puisse se poursuivre en décembre ou en janvier selon le temps. Ce qui se produisait n'était rien de moins qu'une transformation organisée d'animaux vivants en provisions conservées, mobilisant chaque personne valide. Le sang coulait en ruisseaux dans les rues des villages. Les carcasses pendaient à chaque poutre. Des feux brûlaient constamment sous d'énormes marmites pour fondre la graisse. L'air était empli de fumée, de l'odeur métallique du sang et de l'odeur âcre des poils roussis. Un dicton médiéval capturait cela avec un humour noir. Chaque cochon a sa Saint-Martin, signifiant que la mort vient pour tous. L'abattage était méthodique, nécessaire, mené avec l'efficacité née de la nécessité absolue et de générations de pratiques. Pourtant, tuer les animaux ne résolvait que la moitié du problème, et peut-être la moitié la plus facile. Le véritable défi commençait immédiatement après. Conserver des centaines de livres de viande fraîche pendant 4 à 6 mois d'hiver, parfois même plus longtemps dans les régions du Nord où le printemps arrivait tardivement et à contre-cœur. L'échec signifiait une catastrophe sur les plans pratiques et économiques. La viande avariée représentait non seulement de la nourriture gaspillée, mais aussi des ressources gaspillées. Des animaux qui avaient consommé du fourrage rare pendant des mois avant leur abattage, le travail investi pour les élever, et la différence potentielle entre l'abondance et la faim. Pour les familles paysannes vivant au niveau de subsistance, produisant à peine assez pour se nourrir les bonnes années, perdre leurs réserves de viande d'hiver pouvait signifier une véritable faim, la malnutrition, ou pire. La question se pose naturellement. Pourquoi ne pas simplement garder les animaux en vie pendant l'hiver? L'économie était impossible à surmonter. Les animaux nécessitent une alimentation quotidienne tout l'hiver, mais ne produisent rien pendant ces mois, à l'exception du fumier. Ils perdent un poids considérable lorsqu'ils sont sous-alimentés, ce qui signifie que les animaux du printemps seraient plus petits, plus faibles et de moindre valeur que leurs homologues d'automne. Plus important encore, le grain et le foin nécessaires aux humains et aux animaux reproducteurs essentiels ne pouvaient tout simplement pas être détournés pour des animaux destinés à la viande, quel que soit le sentiment. Les fermiers médiévaux, pragmatiques par nécessité, calculaient avec une précision impitoyable, abattre et conserver maintenant, en utilisant le froid de novembre, ou regarder tout le monde mourir de faim plus tard lorsque février épuiserait les réserves. L'impératif de conservation s'appliquait différemment, à travers les hiérarchies rigides de la société médiévale, créant des contrastes saisissants en matière de sécurité alimentaire hivernale. Les nobles jouissant d'avantages distincts sur la question de la viande, qui séparaient leur expérience de celle du peuple. Leurs droits de chasse, jalousement gardés et durement appliqués, signifiaient un accès régulier à de la venaison fraîche, du sanglier et du gibier à plumes tout au long des mois d'hiver. De grands troupeaux de bétail permettaient un abattage très sélectif, conservant un cheptel reproducteur important que les paysans ne pouvaient jamais se permettre de maintenir pendant les mois de vaches maigres. Plus important encore, les nobles disposèrent d'un accès toute l'année au sel en toute quantité requise, ce conservateur crucial qui faisait la différence fondamentale entre la subsistance et la famine. Un conte de la maisonnée d'un évêque du XIIIe siècle enregistre le stockage d'environ 1310 litres de sel dans un seul manoir, une quantité énorme qui témoigne à la fois de l'ampleur des opérations de conservation nobles et de leur accès privilégié à cette précieuse denrée. Les paysans aisés, ceux qui possédaient plusieurs porcs et une basse-cour substantielle, pouvaient au moins conserver du porc et de la volaille, des viandes nécessitant moins de terre et de nourriture que les bovins ou les ovins.
Une famille avec 2 ou 3 porcs pouvait en abattre 1 ou 2 à la Saint-Martin, conservant la viande pour tenir tout l'hiver tout en gardant des reproducteurs pour le printemps. Pour les paysans pauvres travaillant de petites parcelles ou peinant sur les terres d'autrui, la viande elle-même était un luxe occasionnel, consommé peut-être quelques fois par an au mieux. Le sel était précieux et cher par rapport à leurs maigres revenus, les forçant à l'utiliser avec parcimonie et rendant la conservation adéquate de petites quantités même un véritable défi. Les pauvres des villes faisaient-ils peut-être face aux pires circonstances de toutes. Entassés dans les cités, entièrement coupés de la production agricole et de l'élevage, manquant d'espace pour conserver la viande même s'ils pouvaient se le permettre, ils en étaient parfois réduits à manger de la viande avariée ou contaminée vendue à bas prix par des vendeurs peu scrupuleux, cherchant à écouler leur stock avant qu'il ne devienne complètement invendable. Cela nous amène à un mythe important, qui mérite une correction immédiate et catégorique. La croyance persistante et répandue que les nobles médiévaux utilisaient des épices exotiques pour couvrir le goût de la viande pourrie. Cette notion est précisément et complètement à l'opposé, inversant la réalité historique. Les nobles, avec leur accès au gibier frais grâce à la chasse, à du bétail de qualité et à du sel abondant pour la conservation, n'avaient absolument aucun besoin de manger de la viande avariée. Leurs épices, des produits de luxe importés d'Asie et d'Afrique, étaient utilisés pour rehausser et compléter les saveurs de la viande correctement préparée, fraîche ou correctement conservée, et non pour masquer la puanteur de la décomposition. C'étaient plutôt les pauvres des villes, exactement ceux qui ne pouvaient absolument pas se permettre des épices chères comme le poivre, le gingembre ou la cannelle, qui consommaient parfois de la viande douteuse par désespoir économique ou simple ignorance de son état. La solution à la crise de la viande de l'Europe médiévale existait, affinée par des siècles d'essais et d'erreurs en des techniques remarquablement efficaces. La conservation au sel, lorsqu'elle était correctement exécutée avec des matériaux adéquats et une attention particulière à la procédure, pouvait garder la viande comestible non seulement pendant des mois, mais pendant des années. Les jambons suspendus dans les fumoirs pendant 12 mois complets étaient monnaie courante dans les maisonnées bien gérées. La viande en tonneaux correctement emballés accompagnait les navires lors de voyages de plusieurs mois. Maintenant, les marins en vie lors de longues traversées océaniques où aucune nourriture fraîche n'était disponible. Certaines viandes conservées restaient parfaitement bonnes pendant 2, 3, voire 4 ans, si les conditions de stockage restaient optimales. Cet exploit remarquable semble presque miraculeux de notre perspective moderne, habitués que nous sommes à la réfrigération, à la congélation et aux conservateurs chimiques. Comment les gens du Moyen Âge accomplissaient-ils cette conservation sans comprendre les bactéries, sans thermomètre, pour mesurer les températures, sans conditions stériles ni aucune connaissance scientifique de la microbiologie? La réponse réside dans le sel lui-même, ce minéral si commun aujourd'hui que nous remarquons à peine sa présence, mais qui à l'époque médiévale était assez précieux pour déclencher des guerres, bâtir des empires, renverser des gouvernements et, littéralement, façonner le destin des nations. Le sel occupait une position unique et paradoxale dans la vie médiévale, à la fois essentielle et rare. Le corps humain a besoin de sel pour fonctionner au niveau cellulaire le plus élémentaire. Sans sodium et chlorure adéquats, les nerfs ne peuvent pas transmettre de signaux, les muscles ne peuvent pas se contracter, et la mort finit par survenir. C'était un véritable impératif physiologique, pas une simple préférence. Le deuxième rôle indispensable du sel était celui de conservateur. À une époque sans réfrigération ni conservateur chimique, le salage représentait la méthode la plus fiable pour conserver la nourriture au fil des saisons où les provisions fraîches disparaissaient. Le fromage, le beurre, le poisson, les légumes et surtout la viande dépendaient du sel pour une conservation au-delà de quelques jours. Tout le monde en avait besoin, du plus haut noble au plus humble paysan. Tout le monde ne pouvait pas s'en procurer en quantité suffisante. Ce déséquilibre fondamental entre un besoin universel et une offre limitée a transformé le sel en richesse et en pouvoir. La production de sel médiéval exigeait d'énormes efforts et des investissements en capital. Le long des régions côtières, la méthode des poêles à sel impliquait de faire bouillir de l'eau de mer dans d'immenses cuves en plomb posées sur des fourneaux en briques. Ce processus était incroyablement inefficace. Plusieurs tonnes d'eau de mer
ne donnait que de relativement petites quantités de sel, tandis que la consommation de combustible était extraordinaire. Les forêts près des sites de production de sel étaient systématiquement dépouillées de leur bois pour alimenter les fourneaux qui brûlaient jour et nuit. Là où le bois se faisait rare, la tourbe était extraite des marais, créant des changements permanents dans le paysage encore visibles aujourd'hui. Les sauneries étaient des structures importantes nécessitant un investissement significatif que seules des exploitations établies ou de riches bailleurs de fonds pouvaient se permettre. Des méthodes alternatives se sont développées là où les conditions les favorisaient. Sur les côtes au sable riche en sel, les travailleurs rinçaient le sable à l'eau douce pour créer une saumure concentrée, nécessitant moins de combustible que l'ébullition de l'eau de mer. Les marais salants naturels étaient les moins énergivores, mais exigèrent des climats spécifiques. Les travailleurs piégeaient à l'eau de mer dans des dépressions côtières, la laissant s'évaporer sous le soleil et le vent. Cela fonctionnait à merveille dans les climats chauds et secs de la Méditerranée. Les conditions plus fraîches et plus humides du nord de l'Europe rendaient l'évaporation impraticable, nécessitant une ébullition gourmande en combustible malgré des coûts énormes. Les régions intérieures dépendèrent des sources salées, des eaux souterraines naturellement saturées de sel dissous. Trouver des sources productives nécessitait une connaissance géologique transmise de génération en génération. Les travailleurs creusèrent de profondes fosses pour accéder à l'eau salée, puis construisaient des sauneries à proximité. La saumure de source était plus concentrée que l'eau de mer, rendant le processus un peu plus efficace. Cependant, le sel de source contenait souvent des impuretés importantes, lui donnant des couleurs allant du gris au vert, voire presque noir. Cela a conduit à des techniques de purification. Les marchands de sel redissolvaient le sel brut dans de l'eau douce, le filtraient pour éliminer les impuretés, puis l'évaporaient à nouveau, produisant des cristaux blancs plus purs. Les raffineurs médiévaux ont découvert que du sang, des œufs ou de la bière ajoutée à la saumure en ébullition formait une écume qui collectait les particules en suspension. Les travailleurs écumèrent cette mousse, laissant une saumure plus claire. Le sel résultant, bien que non chimiquement pur selon les normes modernes, était nettement plus blanc et se vendait à des prix plus élevés sur les marchés urbains. Le sel le plus prisé provenait de l'extraction souterraine de gisements de sel gemme déposés il y a des millions d'années. La Transylvanie et le Maramuresh médiévaux, dans la Roumanie moderne, le sud de la Pologne autour de Wieliczka, le nord de l'Allemagne à Lunebourg et le Worcestershire en Angleterre, possédaient tous d'importants gisements de sel gemme. La mine de Wieliczka en Pologne est devenue véritablement légendaire, fonctionnant sans interruption depuis le XIIIe siècle. Ces vastes chambres souterraines, comprenant finalement des chapelles élaborées entièrement sculptées dans le sel, et des réseaux de galeries, s'étendant à des centaines de pieds, sous la surface. Le sel gemme était laborieux à extraire, nécessitant une infrastructure minière et des réseaux de transport importants. Cependant, la qualité était exceptionnelle, presque exempte d'impuretés. Cette qualité supérieure commandait des prix élevés, faisant du sel gemme en grande partie un produit de luxe. Le sel qui parvenait finalement aux consommateurs était soigneusement classé par qualité, granulométrie et pureté. Des divisions qui à la fois reflétaient et renforçaient activement les hiérarchies sociales. Le sel de baie, ainsi nommé parce qu'il provenait des baies côtières, était la variété la plus grossière de sel de mer, contenant plus d'impuretés et d'oligo-éléments, souvent colorés de manière distinctive du noir au gris, en passant par le vert selon la source, les méthodes de traitement et les contaminants spécifiques. C'était explicitement le sel bon marché, le sel du peuple, utilisé pour la cuisine en vrac et les opérations de conservation à grande échelle. Un livre de contes du XIIIe siècle de l'abbaye de Beaulieu enregistre soigneusement l'achat de sel de baie, à gros grains, spécifiquement et exclusivement pour la salaison du poisson, indiquant que même les riches maisons religieuses, généralement très bien financées, utilisaient délibérément du sel moins cher pour les travaux de conservation en vrac où la pureté importait moins que la quantité. Le sel blanc, à grains fins et largement purifié par de multiples raffinages, représentait l'option coûteuse qui ornait les tables nobles. Ce sel était utilisé pour l'assaisonnement final des plats terminés et indiquait le statut social aussi sûrement et clairement que des vêtements fins ou des armes coûteuses. Un détail remarquable capture cette division nette avec précision.
Lors des festins médiévaux, le rang social d'un convive déterminait directement la finesse et la blancheur du sel qui lui était fourni. La blancheur et la finesse de votre sel, visibles de tous, marquaient littéralement et publiquement votre place exacte dans l'ordre social. Les invités importants recevaient le sel blanc le plus fin. Les participants de moindre importance devaient se contenter de variétés progressivement plus grossières et plus sombres. Le symbolisme était sans équivoque et intentionnel. Étonnamment, le sel de baie grossier produisait parfois une viande mieux conservée que le sel blanc pur et coûteux. L'archéologie expérimentale moderne a révélé pourquoi. Les impuretés du sel de baie comprenaient des micro-organismes naturels, produisant des composés de nitrate et de nitrite. Ces composés aident à préserver la couleur de la viande, empêchant une apparence gris-brun peu appétissante, tout en offrant une protection antibactérienne supplémentaire. Les viandes salées au sel de baie présentaient une couleur rose-rouge plus favorable et développaient souvent une saveur plus agréable. Les gens du Moyen Âge reconnaissaient que certains sels fonctionnaient mieux, ce qui les a conduits à combiner délibérément le sel de base avec du salpêtre, bien qu'ils n'aient pas les connaissances chimiques pour comprendre pourquoi. Cette précieuse denrée se déplaçait le long de vastes réseaux commerciaux qui sillonnaient l'Europe et l'Asie. La Ligue hanséatique s'est enrichie de manière spectaculaire en transportant du sel de mer du sud de la France vers le nord, en Scandinavie et en Russie, le vendant avec d'énormes marges bénéficiaires, là où la production de sel était difficile. Les routes du sel sont devenues aussi stratégiquement importantes que les célèbres routes des épices d'Asie. Les villes contrôlant les principaux centres de production de sel ont accumulé des richesses stupéfiantes. Salzbourg, en Autriche, tire son nom même du sel, signifiant littéralement château de sel en allemand. La prospérité et le pouvoir politique de la ville ont été bâtis sur le contrôle du commerce du sel provenant des mines alpines voisines. Venise a systématiquement exploité les vastes marais salants de sa lagune, a établi des monopoles sur le commerce du sel dans tout l'Adriatique, et a utilisé cette énorme richesse pour financer sa puissante marine et son empire commercial. Le Domesday Book, l'inventaire complet de l'Angleterre réalisé par Guillaume le Conquérant en 1086, a soigneusement recensé les sites de traitement du sel côtier dans tout le royaume. Ces propriétés avaient suffisamment de valeur pour changer de main, à part entière, et attirer des investissements concurrentiels des propriétaires terriens les plus riches. La richesse du sel était une richesse réelle, convertible en terre, en pouvoir et en influence politique. L'importance économique fondamentale du sel a conduit presque inévitablement à la taxation et au contrôle direct de l'État, à travers l'Europe médiévale et moderne. La gabelle française représente peut-être l'exemple le plus notoire, et certainement le plus historiquement significatif de la taxation du sel, un système si profondément détesté par toutes les classes sociales qu'il a matériellement contribué à la ferveur révolutionnaire de 1789. Le 16 mars 1341, le roi Philippe VI a formellement établi le premier impôt royal permanent, spécifiquement sur le sel, créant un monopole d'État effectif sur la vente de sel dans tous ces domaines. Le système, affiné et étendu au cours des siècles suivants, fonctionnait par le biais de greniers à sel royaux, établis par la loi dans chaque province. Tout le sel produit en France ou légalement importé devait être livré exclusivement à ces greniers contrôlés par l'État, où les fonctionnaires royaux l'achetaient à un prix fixe, artificiellement bas, pour ensuite le revendre aux consommateurs à des prix considérablement gonflés, la couronne empochant la très substantielle différence. Pire encore du point de vue des gens ordinaires, la gabelle incluait des exigences de consommation forcée, qui la transformaient d'une simple taxation en une véritable oppression. Chaque individu de plus de 8 ans était légalement tenu d'acheter une quantité hebdomadaire minimale obligatoire de sel dans les greniers royaux, qu'il en ait réellement besoin ou non, qu'il puisse se le permettre ou non. Dans la région des pays de Grande Gabelle, les gens étaient légalement forcés d'acheter jusqu'à 7 kg, soit environ 15 livres, de sel par an au prix officiel gonflé. La noblesse, le haut clergé et certaines personnes spécifiquement privilégiées étaient entièrement exemptées à la fois des exigences d'achat forcé et de l'impôt lui-même,
créant un système d'inégalité vraiment spectaculaire qui violait le sens fondamental de la justice et de l'obligation réciproque des gens du Moyen Âge. Dans les années 1780, à la veille même de la Révolution, la gabelle rapportait bien plus de 55 millions de livres par an au Trésor royal, représentant un substantiel 10 à 15% du total des recettes fiscales royales. Les disparités régionales des prix du sel sous ce système étaient extrêmes et apparemment arbitraires, créant un ressentiment généralisé qui transcendait la simple plainte économique. Dans certaines provinces, le sel coûtait officiellement plusieurs fois ce qu'il coûtait dans les régions immédiatement voisines, créant de puissantes incitations à des opérations de contrebande illégales et générant toute une classe de criminels du sel, les fauçonniers, qui risquaient des peines véritablement sévères, y compris l'esclavage aux galères, pour profiter de ces différences de prix artificiels. La gabelle était largement et publiquement reconnue dans toute la société française comme l'une des formes d'imposition les plus détestées et les plus injustes de l'histoire de France, et bien qu'aucun facteur unique n'ait à lui seul causé la complexe Révolution française, les historiens s'accordent largement à dire que la combinaison particulièrement offensante de la gabelle, taxation d'un produit de nécessité, consommation forcée, exemption nobiliaire créant une hypocrisie évidente, et inégalité régionale sévère, a certainement nourri considérablement le sentiment révolutionnaire. La France était loin d'être la seule à reconnaître l'extraordinaire valeur taxable du sel. La Chine avait maintenu un monopole d'État impérial sur le sel depuis 119 avant Jésus-Christ sous la dynastie Han, poursuivant ce monopole avec seulement de brèves interruptions jusqu'en 2014, ce qui en fait de loin le plus ancien monopole gouvernemental continu de l'histoire mondiale. Au milieu de la dynastie Tang, l'un des âges d'or de la Chine classique, les taxes sur le sel, à elles seules, fournissaient plus de la moitié de tous les revenus du gouvernement, démontrant de manière concluante que l'importance économique du sel transcendait la géographie, la culture et les systèmes politiques. Partout où les gens avaient besoin de sel pour survivre, les gouvernements cherchaient à le taxer et à le contrôler. Au-delà de l'économie pure, le sel portait une signification culturelle profonde et une puissante signification religieuse dans toute la société médiévale. La Bible contient plus de 30 références distinctes au sel dans les deux testaments, et la célèbre expression « le sel de la terre », signifiant les personnes les meilleures et les plus précieuses de toute communauté, vient directement de la tradition biblique. Dans la pratique judéo-chrétienne documentée à travers les siècles, le sel était utilisé cérémonieusement pour purifier les personnes et les objets consacrés, figurer en bonne place dans les offrandes et les sacrifices religieux, et sceller formellement les alliances et les serments, symbolisant la permanence, la pureté et l'incorruptibilité. Les hiérarchies sociales se manifestèrent visiblement et délibérément dans le service du sel lors des festins médiévaux. La grande salière, souvent un récipient orné, fait de métaux précieux, et affichant ostensiblement la richesse et le statut, était placée bien en vue au centre de la table d'honneur où tous pouvaient la voir. Les personnes importantes, les nobles et les invités spécialement honorés, étaient assises au-dessus du sel, c'est-à-dire physiquement, entre la salière et le bout de la table où siégeait le seigneur, bénéficiant d'un accès facile à celle-ci et au statut qu'elle représentait. Les gens de moindre importance, les participants sans importance et les individus de rang inférieur étaient assis en dessous du sel, plus loin à la fois du seigneur et du précieux minéral. Même dans les monastères, où de stricts vœux de silence étaient observés pendant les repas, le sel était considéré comme suffisamment important pour nécessiter son propre geste spécifique dans le langage des signes monastiques, documenté dans des textes anglo-saxons de Canterbury et d'autres monastères médiévaux. Maintenant que nous comprenons la valeur extraordinaire du sel, ses méthodes de production complexes, son véritable pouvoir économique et politique et son poids culturel profond, nous pouvons nous tourner vers la question cruciale du mécanisme. Le sel était précieux, oui, intensément précieux et disputé, mais pourquoi spécifiquement conservait-il la viande ? Que se passait-il à un niveau fondamental lorsque le sel entrait en contact avec la chair,
Les gens du Moyen Âge savaient par des siècles d'observation que le sel fonctionnait de manière fiable, avaient des preuves accablantes de son efficacité accumulée au fil des générations. Mais ils ne pouvaient pas expliquer les raisons sous-jacentes. Bientôt, nous explorerons les principes scientifiques qui sous-tendent la conservation au sel, des principes que les praticiens médiévaux appliquaient avec succès malgré leur ignorance complète de la chimie, de la microbiologie et de la biologie cellulaire. La véritable ingéniosité ne réside pas dans la compréhension du mécanisme, qui n'est venue que des siècles plus tard, mais dans le perfectionnement de la pratique par une observation attentive et un raffinement générationnel. Les bouchers médiévaux, qui emballèrent la viande dans des tonneaux, n'avaient absolument aucune conception des bactéries. Le microscope n'avait pas encore été inventé. La théorie des germes était loin dans le futur, n'étant établie qu'à la fin du XIXe siècle. La composition chimique du sel, la structure des cellules, la nature de l'osmose, toutes ces connaissances restaient à découvrir. Pourtant, ces praticiens ne travaillaient pas à l'aveugle. Ils avaient quelque chose d'aussi précieux, des siècles d'observations accumulées, transmises systématiquement de maître à apprenti, de génération en génération. Ils savaient que le sel conservait la viande de manière fiable. Ils savaient que certains sels fonctionnaient mieux que d'autres. Ils savaient que la combinaison du sel et du salpêtre améliorait considérablement la couleur et la saveur. Ils savaient que le temps froid produisait de meilleurs résultats. Cette connaissance empirique a créé des méthodes de conservation si efficaces que beaucoup restent fondamentalement inchangés aujourd'hui. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, lorsque Louis Pasteur et Robert Koch ont établi la théorie des germes, que l'humanité a enfin compris scientifiquement pourquoi le sel fonctionnait. Ce que les gens du Moyen Âge ont accompli était peut-être plus remarquable. Ils ont réussi de manière spectaculaire, sans comprendre, appliquant habilement des principes qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Le mécanisme fondamental de la conservation par le sel est l'osmose. Les parois cellulaires fonctionnent comme des membranes semi-perméables, permettant à l'eau de passer tout en bloquant le sel. Lorsque la concentration de sel à l'extérieur d'une cellule est nettement plus élevée qu'à l'intérieur, les molécules d'eau se déplacent naturellement vers l'extérieur, s'écoulant d'une concentration élevée vers une concentration faible pour atteindre l'équilibre. Imaginez une éponge laissée en plein soleil, l'eau étant aspirée vers l'extérieur, laissant derrière elle un matériau desséché. C'est ce qui arrive aux cellules bactériennes, entourées de sel concentré. L'eau est extraite à travers la paroi cellulaire vers l'environnement salé extérieur. La cellule, perdant rapidement de l'eau, subit un choc osmotique sévère, privée de l'eau absolument nécessaire au processus cellulaire, au métabolisme et à la reproduction. La bactérie meurt ou devient dormante, incapable de se reproduire ou de produire les enzymes qui décomposent la viande et provoquent la détérioration. Des études microbiologiques modernes montrent que des concentrations de sel d'environ 20% en poids sont nécessaires pour tuer la plupart des espèces bactériennes indésirables. Cela explique pourquoi la conservation médiévale nécessitait des quantités généreuses de sel, et pourquoi le produit final était si intensément salé. Des concentrations moindres pourraient simplement ralentir la croissance bactérienne plutôt que de l'arrêter complètement, permettant une détérioration progressive. L'environnement hypertonique, créé par une forte concentration de sel, est véritablement hostile à la plupart des bactéries, champignons, moisissures et agents pathogènes. La salmonelle et l'E. coli, les bactéries les plus responsables d'intoxications alimentaires graves, ne peuvent tout simplement pas survivre dans de la viande correctement salée. Cela faisait de la conservation au sel non seulement une méthode de stockage, mais une véritable amélioration de la sécurité. L'effet de conservation du sel implique plus qu'une simple déshydratation. Le chlorure de sodium limite la solubilité de l'oxygène à l'intérieur des cellules microbiennes, contraignant le métabolisme bactérien. Le sel interfère directement avec les enzymes cellulaires, des molécules de protéines spécialisées qui facilitent les réactions chimiques nécessaires à la vie. Le sel force également les cellules à dépenser de l'énergie pour transporter les ions sodium hors de leur intérieur, une dépense d'énergie qu'elles peuvent difficilement se permettre. Cette dépense d'énergie, combinée à une teneur en eau réduite, un oxygène limité et une fonction enzymatique perturbée,
créent des facteurs de stress écrasants auxquels très peu de micro-organismes peuvent résister. L'effet combiné de ces multiples mécanismes rend la conservation au sel bien plus efficace que n'importe quel mécanisme unique seul. Les gens du Moyen Âge ont également découvert par une observation attentive, plutôt que par une compréhension théorique, que l'ajout de certains autres sels minéraux améliorait considérablement le résultat de la conservation. Le salpêtre, chimiquement du nitrate de potassium, bien que les gens du Moyen Âge ne le connaissaient que par ses propriétés empiriques, est devenu un ajout standard à la conservation au sel à la fin du Moyen Âge. Les archives historiques montrent clairement que la combinaison sel plus salpêtre plus fumée était largement reconnue comme la pratique optimale pour produire du lard et du jambon de haute qualité. Ce que les praticiens médiévaux observaient directement, c'était la capacité remarquable du salpêtre à fixer le rougissement de la viande, préservant la couleur rose-rouge attrayante que nous associons encore aux viandes correctement salées. Sans salpêtre ou source de nitrate similaire, la viande fortement salée prend une couleur gris-brun peu appétissante, parfaitement sûre à manger, mais considérablement moins attrayante en apparence. Le salpêtre confère la teinte rose appétissante caractéristique au jambon, au lard et au cornet de beef, rendant le produit final nettement plus attrayant pour les consommateurs. Les gens du Moyen Âge reconnaissaient aussi clairement que le salpêtre améliorait notablement la saveur, ajoutant une note légèrement sucrée qui complétait plutôt que de dominer le goût naturel de la viande. Ce que les gens du Moyen Âge ne pouvaient absolument pas savoir, c'est que le salpêtre remplissait une fonction de sécurité essentielle, bien au-delà de l'amélioration de la couleur et de la saveur. Le nitrate de potassium inhibe la croissance bactérienne par des mécanismes entièrement distincts de l'effet osmotique du sel, fournissant une couche de protection redondante. Plus important encore pour la sécurité alimentaire, les composés de nitrate sont particulièrement efficaces contre Clostridium botulinum, la dangereuse bactérie qui produit la toxine botulique, l'une des substances biologiques les plus mortelles connues de la science. Le botulisme en tant que maladie n'a été identifié et compris qu'à la fin du XIXe siècle. Mais le salpêtre protégeait sans le savoir les gens de cette menace mortelle pendant des siècles avant que quiconque ne comprenne pourquoi. Le calendrier médiéval des travaux de conservation, en particulier la tradition répandue de l'abattage de novembre à la Saint-Martin, reflète une compréhension étonnamment sophistiquée même sans connaissance scientifique explicite. Le temps froid offrait des avantages absolument cruciaux pour le succès de la conservation. Lorsque la viande était fraîchement tuée, la décomposition commence immédiatement par l'action bactérienne externe et les enzymes internes encore actives dans les tissus morts. Par temps chaud, cette décomposition peut progresser avec une rapidité effrayante, pouvant détériorer considérablement la viande avant que le sel n'ait eu le temps de pénétrer complètement à l'intérieur des gros morceaux. Les températures froides approchant ou en dessous de zéro ralentissent considérablement la décomposition, donnant au sel un temps crucial pour opérer sa magie osmotique en profondeur, avant que la détérioration ne prenne une emprise significative. Novembre, dans le nord de l'Europe, offrait des conditions de réfrigération naturelle, un stockage au froid gratuit et efficace, permettant aux travailleurs médiévaux de traiter de grandes quantités de viande de manière relativement sûre. Le froid permettait également à la viande de pendre en toute sécurité pendant la phase de séchage sans se gâter, une période de transition cruciale entre le traitement initial au sel et le stockage final à long terme. Les preuves historiques, provenant des livres de comptes, des manifestes de navires et des registres domestiques, confirment des durées de conservation qui semblent presque incroyables à nos esprits modernes. La viande correctement salée à sec, suspendue dans des conditions appropriées avec une humidité et une température contrôlée, pouvait durer d'1 à 4 ans complets, selon plusieurs contes de maisonnées médiévales. Les navires de l'âge de la voile s'approvisionnaient régulièrement, en viande salée emballée en barils, s'attendant à ce qu'elle dure de nombreux mois lors de voyages océaniques où aucune nourriture fraîche n'était disponible, et ces provisions se comportaient généralement comme prévu. Maintenant, les équipages en vie lors de voyages où le scorbut était courant, mais la famine pure et simple due à des provisions avariées était relativement rare. Des facteurs critiques déterminaient si la conservation réussirait de manière spectaculaire pendant 2 ans, ou échouerait misérablement en 2 mois.
Une concentration de sel suffisante, généralement de 8 à 10% du poids de la viande comme minimum absolu, était totalement non négociable. Le sel devait pénétrer entièrement dans toute la viande, pas seulement enrober la surface, ce qui nécessitait un temps adéquat et des techniques d'emballage systématiques appropriées. Lorsque tous ces facteurs étaient réunis, lorsque les praticiens médiévaux suivaient attentivement leurs procédures affinées et que les conditions restaient favorables, une conservation de 2 ans n'était pas seulement théoriquement possible, mais pratiquement courante. Le processus de conservation ne commençait pas dans le fumoir ou la cave de stockage, mais au moment précis de l'abattage, lorsque la vie de l'animal prenait fin et que la course contre la décomposition commençait immédiatement. Un ensemble d'instructions détaillées du XIVe siècle pour la conservation de la venaison, conservé dans un conte de manoir anglais, fournit des directives remarquablement spécifiques qui révèlent l'attention médiévale aux détails de la procédure. La toute première étape, à exécuter immédiatement après avoir tué l'animal, était de couvrir complètement la carcasse de fougères, les fougères communes qui poussaient abondamment dans les forêts européennes. Cette action simple mais importante servait plusieurs objectifs cruciaux. Protéger la viande de la contamination environnementale, éloigner les insectes du sang frais et maintenir une propreté générale pendant l'intervalle critique entre la mort et le traitement réel. Les instructions insistent particulièrement sur la rapidité. Transporter au lieu de boucherie dès que possible. Les praticiens médiévaux comprenaient par observation directe, même sans connaissance théorique, que le temps était l'ennemi absolu. Chaque heure entre l'abattage et le début de la conservation était une heure de plus pour la croissance bactérienne, pour que les enzymes internes commencent à décomposer la chair, et pour que la qualité du produit final se dégrade de manière mesurable. Les techniques de boucherie reflétaient les doubles exigences de la manipulation pratique et de l'efficacité de la conservation. La viande était systématiquement coupée en morceaux maniables, généralement des tranches de 4 à 6 pouces d'épaisseur comme norme générale. Ces morceaux étaient assez grands pour être substantiels, réduisant le travail considérable de manipulation et d'emballage d'innombrables petits morceaux, mais assez petits pour que le sel puisse pénétrer complètement dans des délais raisonnables, mesurés en jours ou en semaines plutôt qu'en mois. Un quartier entier ou un flanc de bœuf, de plusieurs pouces d'épaisseur en son centre, nécessiterait de nombreuses semaines, voire des mois, pour que le sel atteigne complètement l'intérieur. Coupée en tranches pratiques, la même quantité totale de viande pouvait être entièrement pénétrée en quelques jours ou quelques semaines au plus. Le processus de boucherie impliquait également délibérément d'enlever autant de sang en excès que possible, en tapotant soigneusement les coupes et en les laissant s'égoutter complètement sur des tables inclinées. Le sang, avec sa très haute teneur en eau et son profil nutritif extrêmement riche, présentait un risque de détérioration particulier nécessitant une attention spéciale. La conservation médiévale employait 2 approches principales, souvent utilisées en combinaison pour une efficacité maximale, le salage en saumure et le salage à sec. Le salage en saumure, également appelé salage humide, consistait à tremper la viande dans une solution saline forte créée en dissolvant du sel dans l'eau jusqu'à ce que la solution atteigne la saturation ou quasi-saturation, ce qui signifie que plus aucun sel ne pouvait se dissoudre à cette température. Les instructions sur la venaison du XIVe siècle fournissent un exemple spécifique et détaillé. D'abord, la viande fraîchement découpée était bouillie dans de la saumure, un traitement initial servant simultanément plusieurs objectifs importants. L'ébullition faisait pénétrer le sel rapidement dans la chair grâce à la combinaison de la chaleur qui dilate les pores et de la pression osmotique. La saumure chaude assurait également une stérilisation de surface efficace, tuant les bactéries présentes à l'extérieur de la viande avant qu'elles ne puissent pénétrer plus profondément dans les tissus. Après ce traitement initial par ébullition, la viande était retirée du liquide et soumise à un deuxième traitement distinct, un salage à sec intensif pour une conservation sérieuse à long terme, puis un emballage systématique dans des tonneaux en bois avec du sel supplémentaire soigneusement disposé en couches. Après une période prolongée dans ce bain de sel, généralement d'1 à 4 semaines selon la taille des morceaux, la viande était retirée, l'excès de sel brossé, et la viande suspendue près de la cheminée jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche au toucher. Enfin, la viande entièrement séchée pouvait être suspendue dans un lieu de stockage sec pendant 1 à 4 ans, restant parfaitement comestible pendant toute cette période prolongée.
Le salage à sec représentait l'approche alternative, souvent préférée pour une conservation à très long terme et nettement plus simple à être exécutée en termes d'équipement, ne nécessitant aucun grand récipient de saumure. Le processus commençait par une préparation minutieuse de la viande, découpe en tranches de taille appropriée, séchage complet par tapotement, et repos pendant environ 10 minutes couvert d'un linge propre et sec. Vient ensuite l'étape absolument critique de l'application du sel. Le sel devait être appliqué généreusement, enrobant complètement et uniformément toutes les surfaces sans laisser la moindre zone à nu. Pour l'emballage dans des récipients ou des tonneaux, les praticiens médiévaux suivaient des procédures de superposition systématique affinées au fil des générations. Le fond du tonneau était recouvert d'environ 1 pouce complet de sel, créant une base protectrice. Une couche de viande était soigneusement disposée sur ce lit de sel, les morceaux étant modérément serrés, mais sans se chevaucher excessivement. Par-dessus la première couche de viande venait une autre couche de sel, généralement d'environ un demi-pouce d'épaisseur, suffisante pour couvrir complètement toute la viande exposée et la séparer de la couche suivante. Ce motif alterné se poursuivait méthodiquement jusqu'à ce que le tonneau soit complètement rempli. Les ratios sel-viande variaient, quelque peu selon la région, la tradition locale et la durée de stockage prévue. Mais les sources médiévales fournissent des indications raisonnablement spécifiques. Une règle générale apparaissant à plusieurs reprises était d'environ 1 livre de sel pour 10 livres de viande, un ratio simple de 10%. L'objectif était d'atteindre une concentration de sel d'environ 4% à l'intérieur de la viande, ce qui nécessitait beaucoup plus de sel dans la cure initiale que ce qui resterait finalement dans le produit conservé. La durée de la cure suivait sa propre logique interne, généralement estimée à 1 à 2 jours par livre de viande. Les praticiens médiévaux retournaient ou tournaient systématiquement la viande à mi-parcours de la période de cure, assurant une exposition uniforme au sel et empêchant toute zone d'être insuffisamment traitée. Après la période de cure, qui pouvait durer d'un jour à un mois complet selon de nombreux facteurs, la viande était soigneusement retirée de son bain de sel. La viande était ensuite suspendue jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche, un processus prenant de quelques jours à quelques semaines. Une fois complètement séchée, la viande pouvait être stockée, en étant emballée dans des tonneaux pour le long terme, avec une saumure forte versée pour remplir complètement le tonneau. Le lieu de stockage dépendait entièrement de la classe sociale et des ressources disponibles. Les nobles avaient accès à des caves souterraines qui restaient fraîches toute l'année. Les gens du commun se contentaient de greniers dans le nord de l'Europe où le gel de l'hiver gardait la viande solide pendant des mois. Des techniques spéciales combinaient différentes méthodes de conservation pour de meilleurs résultats. La production de lard impliquait à la fois du sel et de la fumée. Le porc était d'abord salé en saumure, puis suspendu dans un fumoir où du bois dur fumant produisait une fumée froide pendant des jours ou des semaines. Imaginez la scène. Une ménagère médiévale récupère un morceau de viande d'un tonneau où il a reposé immergé dans la saumure pendant 6 mois. La surface est entièrement recouverte d'une croûte de cristaux de sel visible. La chair est ferme, presque ligneuse, ne ressemblant en rien à de la viande fraîche. Elle gratte le sel le plus visible et goûte prudemment un minuscule fragment. L'intensité est absolument écrasante, lui brûlant la langue avec une surcharge de sodium qui fait pleurer les yeux. C'était la réalité indéniable de la viande conservée médiévale, et cela posait un défi culinaire véritablement sérieux, qui exigeait compétence et savoir-faire pour être surmonté. Les cuisiniers médiévaux comprenaient intimement ce défi, et développèrent des approches systématiques. Le processus de dessalage commençait dès que la viande était retirée du stockage. La première action consistait à la faire tremper dans de l'eau fraîche pendant de longues périodes mesurées en heures, voire en jours. L'eau extrayait progressivement le sel de la viande par osmose inversée. Pour une efficacité maximale, l'eau de trempage devait être changée plusieurs fois. Mais le trempage et le rinçage seuls étaient insuffisants. Les livres de cuisine médiévaux recommandaient explicitement de pocher la viande dans du vin et de l'eau ou dans des mélanges d'eau et de vinaigre, indiquant clairement que le but était de faire sortir le sel. Une recette spécifique du XIVe siècle pour la venaison salée donne des instructions sans ambiguïté. Cuite d'abord dans l'eau et le vin pour la première ébullition, afin de faire sortir le sel, puis jeter l'eau et le vin. C'était une technique de dessalage fonctionnelle éprouvée par la pratique.
Des reconstitutions modernes, suivant littéralement ces instructions médiévales, ont démontré une efficacité remarquable. Le processus: rincer abondamment les steaks à l'eau, puis les faire bouillir dans un mélange d'eau et de vin pendant 1 heure complète. Le liquide de cuisson à la fin devient intensément salé, démontrant une extraction significative du sel. Jetez complètement ce liquide et ajoutez du liquide frais. Répétez le processus d'ébullition une deuxième fois. Jetez à nouveau. Une troisième ébullition de 20 minutes assure le dessalage final. Le résultat est une viande décrite comme légèrement salée et ayant développé un léger goût fumé, loin du goût salé écrasant du produit conservé initial, mais toujours sensiblement différente de la viande fraîche. Les méthodes de cuisson médiévales pour la viande conservée tiraient parti à la fois des besoins de dessalage et des traditions culinaires établies. Les ragoûts et les potées étaient particulièrement bien adaptés. Ajouter la viande à une marmite permettait une cuisson prolongée dans un liquide, ce qui extrayait davantage de sel, tandis que la viande apportait une saveur savoureuse, profonde et complexe. Les tourtes à la viande offraient un autre véhicule. La viande était d'abord dessalée, puis incorporée dans les garnitures de tourtes avec des épices, des fruits secs et des sauces. Les saucisses utilisaient des restes de viande conservée, hachés finement et mélangés avec de la viande fraîche, des épices et des herbes. Les cuisiniers médiévaux ont développé des techniques sophistiquées d'équilibrage des saveurs. Les épices et les herbes servaient à compléter et à équilibrer le goût prononcé de la viande conservée, et non à couvrir la pourriture comme le prétend le mythe. Les sauces, incorporant du vin ou du vinaigre pour l'acidité et du miel ou du sucre pour la douceur, créaient des profils de saveurs complexes. Quel goût avait réellement la viande conservée correctement préparée? Les preuves de reconstitution moderne suggèrent qu'après un dessalage adéquat, la viande devenait légèrement salée, sensiblement plus salée que la viande fraîche, mais pas écrasante. Une saveur fumée caractéristique se développait pendant la conservation. Pour les gens du Moyen Âge, cette saveur n'était pas exotique, mais familière et attendue. Les enfants grandissaient en mangeant de la viande conservée pendant les mois d'hiver, développant des palais habitués à son goût distinctif. Certaines préparations conservées, en particulier les jambons fins des domaines de la noblesse, étaient considérées comme de véritables articles de luxe. Les techniques de conservation, bien que connues en principe, étaient souvent mal exécutées en pratique. Toutes les maisonnées n'avaient pas accès à une quantité suffisante de sel de qualité adéquate. Tout le monde ne possédait pas la compétence, la patience ou les ressources pour suivre attentivement les procédures. Le résultat était une inconstance, certaines tentatives réussissant brillamment, tandis que d'autres échouaient partiellement ou complètement. Plusieurs facteurs contribuaient à des résultats variables. La qualité du sel elle-même variait énormément. Un sel de qualité inférieure, fortement adultéré avec du sable pour augmenter les profits des marchands, fournissait une concentration de chlorure de sodium inadéquate. Même avec un bon sel, une couverture insuffisante signifiait que certaines surfaces de viande restaient exposées ou sous-salées. La croissance bactérienne pouvait persister dans ces zones insuffisamment protégées, se propageant progressivement vers l'intérieur et finissant par compromettre des morceaux entiers. Les réglementations étendues, régissant les vendeurs de viande dans le Londres médiéval, suggèrent que les problèmes de qualité de la viande étaient persistants et graves. Le Liber Albus contenait des règles détaillées pour les bouchers et les vendeurs de viande, y compris des interdictions explicites de vendre de la chair corrompue. Pourtant, les archives judiciaires montrent des violations répétées, indiquant que l'application était difficile et les violations courantes. Les violations courantes révèlent des pressions économiques, des carcasses lavées dans de l'eau polluée, des coupes vendues bien après que la fraîcheur soit passée, des restes rebouillis en ragoût et vendus à bas prix aux pauvres des villes. Le coût humain de la conservation ratée retombait de manière disproportionnée sur ceux qui étaient d'eau les moins capables de le supporter. Les pauvres des villes étaient les plus susceptibles de consommer de la viande avariée ou marginalement conservée. C'est profondément ironique, étant donné le mythe persistant selon lequel les nobles utilisaient des épices pour couvrir la viande pourrie. En réalité, les pauvres des villes, exactement ceux qui ne pouvaient pas se permettre des épices exotiques,
étaient les plus susceptibles de manger de la viande douteuse par nécessité économique. Les nobles et les maisonnés riches ne faisaient face à aucune pression de ce genre. Leur accès à la viande fraîche, grâce à la chasse, et à de grands troupeaux, signifiait que la viande conservée était un supplément, plutôt qu'un aliment de base. Un accès au sel toute l'année assurait une conservation efficace lorsqu'ils choisissaient de conserver. Le résultat était que les nobles mangeaient de la viande fraîche quand elle était disponible, et de la viande correctement conservée quand c'était nécessaire, la viande avariée n'apparaissant jamais sur leur table. Ce que les gens du Moyen Âge ont accompli en matière de conservation de la viande, sans chimie ni microbiologie, sans thermomètre ni équipement de laboratoire, représente l'ingéniosité humaine, répondant à la nécessité avec une efficacité remarquable. Ils ne pouvaient pas expliquer l'osmose, mais ils comprenaient que le sel extrayait l'humidité de la viande. Ils ne savaient pas que les bactéries existaient, mais ils reconnaissaient que certaines méthodes de conservation empêchèrent la détérioration. La composition chimique du salpêtre leur était inconnue, mais ils ont découvert empiriquement que son ajout améliorait la couleur, la saveur et la durée de conservation. Cette connaissance empirique, accumulée au fil des générations et affinée par d'innombrables essais, a résolu l'un des défis fondamentaux de l'humanité: conserver la nourriture au fil des saisons où les provisions fraîches disparaissaient. Les techniques que les gens du Moyen Âge ont perfectionnées restent bien vivantes, aujourd'hui, dans des produits que nous considérons comme des délices. Le prosciutto di Parma et le jamon ibérico, ces célèbres jambons secs qui commandent des prix élevés, suivent des processus directement issus des méthodes de conservation médiévales. Les jambons sont salés, suspendus pour sécher dans des conditions soigneusement contrôlées, et vieillis pendant des mois ou des années, devenant des produits prisés pour leur saveur concentrée et leur texture distinctive. La production de lard repose toujours fondamentalement sur le salage combiné au fumage, le même principe que les Européens du Moyen Âge appliquaient à leurs poitrines et dos de porc. Le corned-beef perpétue la tradition du salage en saumure, en faisant tremper le bœuf dans une solution saline avant la cuisson. La morue salée, bacalao pour les lusophones et bacala pour les Italiens, représentent des méthodes de conservation du poisson identiques en principe à la conservation de la viande, créant un produit qui a soutenu l'exploration maritime et reste un pilier culinaire. Toute la tradition de la charcuterie, ce terme français englobant les préparations de viande conservée, repose carrément sur des fondations médiévales. Pourtant, une partie du savoir a été perdue ou obscurcie par la commodité moderne. La capacité de conserver la viande pendant plusieurs années sans aucune réfrigération est largement oubliée en dehors des communautés spécialisées de bouchers traditionnels et d'archéologues expérimentaux. Bien que les techniques soient documentées dans des sources historiques, très peu de gens modernes les ont pratiquées ou comprennent les conditions précises requises pour réussir. Les propriétés bénéfiques du sel de baie, avec ses micro-organismes naturels, produisant des composés améliorant la conservation, sont restés méconnus pendant des siècles, jusqu'à ce que l'archéologie expérimentale redécouvre délibérément ce que les gens du Moyen Âge savaient par observation. Notre profonde déconnexion des cycles saisonniers signifie que la plupart des habitants modernes des pays développés ne connaissent jamais l'urgence réelle de la conservation d'automne ou la dépendance totale de l'hiver vis-à-vis des aliments stockés. Les événements de conservation communautaire, où des villages entiers participaient à l'abattage et à la transformation, ont cédé la place à des achats entièrement individualisés, dans des supermarchés offrant un approvisionnement toute l'année. En regardant en arrière de notre perspective moderne, qu'est-ce qui nous surprend le plus ? Peut-être l'efficacité pure d'une conservation de 2 ans, en utilisant uniquement du sel et les conditions environnementales. Peut-être la compréhension sophistiquée dont les gens du Moyen Âge ont fait preuve malgré l'absence de tout cadre scientifique. Peut-être le rôle absolument central du sel dans l'économie, la culture et la vie quotidienne, transformant un simple minéral en or blanc, qui a bâti des villes, enrichi des marchands, financé des marines et renversé des gouvernements. Les hiérarchies sociales reflétées dans quelque chose d'aussi apparemment basique que l'accès au sel révèlent une inégalité tissée dans chaque aspect de la vie médiévale, du placement de la salière lors des festins à la qualité du sel disponible pour la conservation. Pourtant, malgré toutes les différences spectaculaires entre les mondes médiéval et moderne, des continuités surprenantes persistent.
La conservation des aliments reste nécessaire, bien que nos méthodes aient fondamentalement changé. La valeur économique des produits de base essentiels façonne toujours le commerce international et la géopolitique, comme le démontrent clairement les différends actuels sur le pétrole, les terres rares et les semi-conducteurs. Les inégalités sociales continuent de se manifester dans l'accès à la nourriture, avec des aliments frais et sains, facilement disponibles pour les riches, tandis que les communautés pauvres font face à des déserts alimentaires et à des défis nutritionnels. La créativité humaine continue de relever les défis de la conservation. La recherche moderne sur le stockage des aliments pour les voyages spatiaux ou la préparation aux situations d'urgence revisite des questions que les gens du Moyen Âge affrontaient avec des outils différents, mais une détermination similaire. Les méthodes fonctionnent. Ce n'est pas une simple curiosité historique, mais une réalité pratique. Les principes scientifiques sont solides. L'osmose déshydrate bien les bactéries. Les fortes concentrations de sel inhibent bien la croissance microbienne. Le salpêtre fournit bien une conservation supplémentaire et une fixation de la couleur. Les preuves historiques prouvaient des siècles d'application réussie. Les reconstitutions modernes confirment que suivre les procédures médiévales produit de la viande conservée comestible et stable. Cela représente un exploit remarquable de la part de personnes travaillant sans nos avantages technologiques, résolvant par l'observation et le perfectionnement ce que nous pouvons maintenant expliquer par la chimie et la microbiologie. L'histoire plus large s'étend bien au-delà de la technique de conservation. Le commerce du sel a bâti des empires et enrichi des villes, transformant Venise de réfugiés vivant dans les marais en une puissance méditerranéenne. La gabelle, cet impôt sur le sel détesté, a contribué matériellement à la ferveur révolutionnaire qui a renversé la monarchie française. Les structures sociales se manifestaient dans qui s'asseyait au-dessus ou en dessous du sel lors des festins, qui pouvait se permettre du sel blanc contre du sel de baie, qui conservait la viande avec succès contre qui mangeait parfois de la nourriture avariée par nécessité économique. Tout cela rayonne du fait central de la double nature paradoxale du sel, biologiquement essentiel et pragmatiquement indispensable, mais difficile et coûteux à obtenir en quantité nécessaire. La résilience humaine transparaît à travers ces pratiques de conservation. Face à l'arrivée inévitable de l'hiver, avec du bétail qui ne pouvait être nourri pendant les mois de vaches maigres, avec de la viande qui se gâterait sans intervention, les gens du Moyen Âge ont développé des solutions qui fonctionnaient de manière fiable. Ils n'étaient pas des victimes passives des circonstances, mais des solutionneurs de problèmes actifs, affinant systématiquement les techniques au fil des siècles, jusqu'à obtenir des résultats qui ont soutenu des civilisations entières à travers d'innombrables hivers. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage au cœur de la conservation de la viande au Moyen Âge. J'espère que vous avez découvert non seulement comment le sel conservait la viande, mais aussi le monde fascinant qui entoure cette pratique, les systèmes économiques bâtis sur le commerce du sel, les hiérarchies sociales reflétées dans l'accès à la nourriture, la signification culturelle ancrée dans les techniques de conservation, et l'ingéniosité humaine qui a résolu les défis de la survie sans les avantages modernes. Les praticiens médiévaux qui ont développé ces méthodes, travaillant dans le froid de novembre alors que la Saint-Martin amenait son abattage annuel, qui ont rempli tonneau après tonneau de sel et de viande, qui ont perfectionné des recettes pour rendre la viande fortement salée et de nouveau appétissante, méritent notre respect et notre appréciation pour leurs réalisations remarquables. Si vous avez apprécié cette exploration de l'histoire et de la science médiévale, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres personnes intéressées par la façon dont les gens vivaient, travaillaient et résolvaient les problèmes avant la technologie moderne. Abonnez-vous pour plus d'enquêtes approfondies sur la vie médiévale, les techniques perdues et les réalisations remarquables de personnes travaillant avec des ressources limitées, mais une ingéniosité illimitée. Commentez ci-dessous. Envisageriez-vous d'essayer la conservation au sel en utilisant ces méthodes médiévales? Avez-vous rencontré des viandes conservées dans des cuisines traditionnelles qui prennent maintenant plus de sens dans un contexte historique? Vos réflexions et expériences enrichissent notre compréhension collective de ces anciennes traditions. Peut-être que la connaissance de ces méthodes vous inspirera à apprécier à la fois l'ingéniosité médiévale et la commodité moderne.
La réfrigération et la congélation sont des technologies remarquables, qui ont véritablement transformé la sécurité alimentaire et fondamentalement changé notre façon de vivre, mais comprendre ce qui les a précédés révèle la capacité humaine à son meilleur. Ou peut-être vous essaierez-vous au salage, non par nécessité comme le faisaient les gens du Moyen Âge, mais par curiosité et désir de vous connecter à des siècles de tradition humaine. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette exploration sur la façon dont les gens conservaient la viande pendant 2 ans, en utilisant uniquement du sel, et j'attends avec impatience notre prochain voyage dans les pratiques fascinantes et la sagesse oubliée de l'histoire.